objectif et fonctionnement d'une expérimentation. Ça, c'est la... vous avez sans doute vu lors de la présentation du domaine d'études 3 expérimental en septembre dernier et également fin février, ou fin janvier, je ne me souviens plus, vous avez vu défiler un document qui est d'ailleurs en ligne sur le site de l'école, qui présente page par page tous les enseignements du domaine d'études, classés par projet, séminaire, cours optionnel. Ça vous dit quelque chose? Il y a un lapin vert qui l'ouvre d'ailleurs, cette affaire-là. Voilà. Donc là, c'est la présentation de ce cours. Vous remarquerez que l'image est à l'envers. C'est parce qu'en fait, on voit le très joli crâne de Brice Chapon. Brice Chapon, certains d'entre vous le connaissent sans doute. Vous l'avez peut-être eu en S7. Donc il faisait partie de la première... Donc, comment fait-on est à l'envers aussi. C'était volontaire parce que sinon, on me présentait ma bobine à moi. Vous voyez, je suis caché par le truc. Ça semblait un peu trop narcissique comme affaire. On a préféré inverser l'image. Brice Chapon était invité de la première saison, il y a 2 ans, de ce cours, au même titre que Philippe Gazeau, qu'Emmanuel Bouillet et que David Serrero. En fait, voilà. Donc quand je vous disais cours en ligne, la première saison d'il y a 2 ans est intégralement en ligne, introduction, les 4 interventions de ces gens que je vous ai dit, et puis la conclusion. La manière dont fonctionne le cours, c'est comme ceci. C'est-à-dire, je vais vous mettre ça en ligne. Alors, il y en a quelques-uns pour lesquels j'ai eu un problème je ne pouvais pas les inviter sur la plateforme Microsoft machin, là. 2-3 d'entre vous. Je vous en parlerai plus tard, pour éviter. Voilà. Donc, la manière dont ça marche, c'est comme ça. C'est-à-dire, là, vous voyez, on est le 13 mars, la séance 1, ici même, là. Et puis, il y a des séances, on pourrait dire, où vous voyez du rouge apparaître. C'est les invités. Et des séances intermédiaires. Alors, dans une semaine, c'est un peu inhabituel. D'habitude, le tempo, c'est une séance où on se parle étant filmé dans ce dispositif-là, et une séance où on se voit en interséance, feedback, sans caméra, etc., pour se dire ce qui s'est passé, réfléchir à ce qui se passe, etc., préparer la séance suivante. Mais là, pour des raisons de planning, etc., j'étais tenu de faire ceci. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, nous recevons André Avril. Vous connaissez? Non? Ah, ça c'est bien. Donc vous allez apprendre à le connaître. C'est un plasticien qui est enseignant ici à l'école. Le principe aussi, le protocole de ce cours, c'est évidemment d'inviter des architectes, mais aussi des non-architectes, en l'occurrence un plasticien, des hommes et des femmes dans la mesure du possible, enfin bref. Donc voilà, André Avril sera là la semaine prochaine. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que il y a eu un problème l'année dernière. Tout s'est très très bien passé, c'était exactement le même programme. Donc ça me simplifie un peu les choses, sauf que je vais réactualiser. Mais on a eu un méga problème de enregistrement vidéo. Alors là, je vous en dirai plus si vous le souhaitez en dehors du cadre. Mais ça s'est arrangé cette année avec l'arrivée de Jean-Pierre Mendès. Jean-Pierre, veux-tu dire quelques mots devant la caméra? Peut-être présenter ta présence, parce que je pense que c'est important. Que fais-tu ici? Enfin, je veux dire, voilà, vas-y. Le micro? Tu veux le micro? Ouais, le micro. Alors, donc moi c'est Jean-Pierre Mendès, j'étais au service informatique durant 18 ans dans l'école. Maintenant j'ai intégré le service audiovisuel et j'ai pour mission d'essayer donc de valoriser les enseignements en ligne, ce qu'on appelle les MOOC. Et donc voilà, je participe avec plaisir à cet enseignement, ce premier enseignement. Voilà. Merci. La parole est ouverte pour tout le monde, pour toi aussi bien évidemment, donc les échanges sont possibles à tout moment. Voilà, donc grâce à la présence de Jean-Pierre, ce dispositif qui peut sembler un peu intimidant, je sais pas, etc., mais vous allez franchement l'oublier très vite, je pense. Et, ça nous permet de reprendre dans de bonnes conditions d'enregistrement les échanges de l'année dernière, les rééditer. Donc, André Avril, Elisabeth Mortamet. Elisabeth Mortamet était enseignante encore l'année dernière. On a beaucoup partagé de temps, elle et moi, en particulier autour de la table du séminaire Constellation qu'on a créé ensemble. Et hélas, pour nous tous et pour elle aussi un peu, elle est partie à la retraite.
l'année dernière, en fin d'année dernière, mais elle est toujours partie prenante du labo EFCO là-haut, professeur émérite, donc elle encadre des doctorats encore maintenant. Voilà. Donc elle est toujours dans la maison. Dominique Ornart, certains d'entre vous l'ont, donc ça c'est en enseignement de projet, donc ça c'est très très bien. Ah oui, déplacement. Vous êtes déplacé? Ça va? D'accord. Dominique Ornart, passionnante rencontre aussi, je vous en reparlerai bien évidemment. Et puis Catherine Ranoux et Vincent Laureau, c'est une particularité, ils vont être reçus à deux, c'était le cas également l'année dernière. Je leur avais proposé dans la mesure où, évidemment, ils représentent chacun une trajectoire particulière de projet, de pratique, c'est indéniable, mais en même temps, ils partagent beaucoup de leur temps ensemble ici à enseigner, à l'école. Vous les connaissez aussi sans doute un peu, non? Vous les avez peut-être eus en l'une ou l'autre? On s'est rencontrés le semestre dernier, en processus de conception. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Et en séminaire, en S6? Non. En S7. Avec eux? Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Territoire sensible. Ouais. Ok. Emmanuel Bouillet, elle était ici autour de cette table il y a 2 ans. Voilà. Donc, et voilà. Et alors, la dernière séance rouge, là, pour revenir au noir ensuite, vous voyez, c'est marqué conclusion étudiant avec AA, CR, VL, etc. Cette séance-là, c'est vous qui allez la prendre en charge. On l'a déjà fait l'année dernière, on l'a fait il y a 2 ans. L'année dernière, c'était une séance fantastique, en fait, et qui est d'ailleurs c'est celle qui a été le mieux correctement filmée. Bon, elle est visible, etc. Et c'est vraiment intéressant comme histoire. Donc voilà, les séances noires intermédiaires, c'est des séances où on se retrouvera soit ici, soit en salle B, parce qu'il y a certaines séances qu'on ne pourra pas assurer ici, malheureusement, mais en salle B. Donc on en reparlera avec Jean-Pierre pour voir comment on peut faire remettre en peinture la salle, etc. Je plaisante, mais bon, trouver des conditions de tournage à peu près correctes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, je vais vous dire un truc tout de suite. C'est que je fais ça. Je reprends ceci. Voilà. C'est que il me serait précieux, voire même indispensable. La souris, elle est là. Je pensais avoir mis un truc là. Ah oui. Ah non, c'est encore un autre document, excusez-moi. Ok. Je viens là. Je vous entends pas beaucoup, hein. Voilà ce que je propose. Voilà, c'est là. Donc ça, ce document-là aussi, je peux vous le mettre sur le Microsoft Bidule. Là. Comment vous dites? Le Teams? Vous dites quoi? Le Teams. Bon, là, il y a tout le dispositif. Tout est ouvert, vous allez voir. Voilà, alors on peut peut-être parler de ça. Voilà. Équipe, conception des séances, entretien documenté, assuré par moi-même, et augmenter des contributions étudiantes, on va en parler. Tournage des séances assuré par Jean-Pierre Mendes. Montage vidéo est en coordination avec moi-même, assuré par Jean-Pierre. Donc dans la mesure, on va voir comment ça se passe au niveau des temporalités. Étudiants, c'est vous. Les étudiants, co-acteurs des échanges, sont contributeurs selon 2 modalités. Et c'est marrant, il y a 3 trucs là. Bon. Répartis par groupe, ils alimentent et archivent les 4 séances d'entretien. En amont des séances, à la documentation des entretiens, visite, bibliographie, visionnage et à la participation en auditeur libre des enseignements assurés par les invités du cours, y compris entretien éventuel. Je vais vous expliquer. Ça va être simple. Hein. En séance, pendant la séance ici, à la participation aux échanges et à leur greffe, leur notation, script, photo, croquis. En aval des séances, après les séances, ce travail amont et pendant la séance donne lieu à la production d'un synopsis critique sous forme d'un PDF et une pièce courte. J'avais l'idée d'une pastille vidéo, on appelle ça pastille quand c'est très court, de 3 à 5 minutes, en appui sur le montage vidéo de la séance, destiné à l'archivage, mise en ligne, et à l'animation de la séance finale. Enfin, en collectif intergroupe, les étudiants prennent en charge la conception de la séance de clôture, installation, organisation, modération et à son alimentation par les synopsis critiques et les pièces courtes montées après les séances. Bon, après je passe là-dessus, ça j'en ai parlé. Alors revenons là-dessus, voilà. Moi ce que je propose, si vous voulez, c'est de former 6 groupes. Vous êtes 24, ça tombe bien.
Oui, bon, 6 groupes, 3 x 6, 18, ça fait 4 x 6, 20. Oui, c'est 24, c'est parfait. Donc 4 à 5, quoi. 6 groupes, voilà. 6 groupes. Alors, déjà, il y a un premier groupe qui assurerait parmi vous, donc on pourrait dire de 4, là, qui assurait le synopsis critique et la pièce courte sur la base de ce qui se joue aujourd'hui ici. Donc j'aurais besoin là de 4 volontaires. Yes. Je note, on va noter direct là-dessus. Je note les prénoms si vous voulez bien. Louise. S'il n'y a qu'une Louise, ça suffit de noter. Pardon. Louise. Et puis Philippine. Pine. C'est bizarre quand je note là, ça va un peu. Voilà. 2 autres, s'il vous plaît. Ouais. Arnaud. Arnaud, encore un ou une? Christian. Pardon? Christian. Christian? Merci. Christian, parfait. Ok. Alors après, groupe 2. Oui? Sarah. Ok. Victor? Ah, d'ailleurs, si c'est des gens qui connaissent déjà... Bah non, personne ne le connaît. Laura. Et c'est Camacho. Carmacho. Vous me dites si j'écorche. Camacho, sans R. D'accord. Ok. On continue avec le 3, tant qu'on y est, ce sera fait comme ça. Marc. Solal. Solal. Ouais. Ouais. Coucou. Ah, coucou. Q-U-O... Ah oui, 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 Q-U-O-C, c'est ça? Attendez. Q-U-O-C. Ça va comme ça? H-U-Y. Ok. Parfait. Pierre. Bon. Pierre. Peut-être on peut prendre encore un parce que... Ah. Allez-y. Bah, peu importe, après si vous voulez. Ah, encore un? Ah, d'accord. Bin quoi? I-N-H-K-H-O-R. Ok, parfait. On peut vous basculer dans le suivant, si vous voulez. Lucas. Lucas. Camille. Sophie. Il y en a qui sont avec Dominique, là, dans ceux-là, en projet. Attendez, une seconde. Là, on est sur Dominique Ornart, et certains d'entre vous l'ont en prof de projet. Est-ce que, parmi les 3 qui sont là, il y en a qui l'ont déjà en enseignant de projet? Non? Oui? Vous? Une? Et peut-être un ou une deuxième en projet? Vous? Victoria. Ok, comme ça fait un mixte. Vous voyez? Il y en a qui ne connaissent pas et d'autres qui le connaîtront. C'est ça que je veux dire. Ensuite, CRVL. César. Bah, plus personne? Si. Oui, comment ça s'écrit déjà? 2N, ok. That's all pour l'instant? Oui, d'accord. Alors, est-ce que par exemple, il y en a un ou une là parmi les Mortamais qui accepteraient de venir chez CRVL? Entre Marc, Solal, quoi que oui, Pierre, Mine, quoi? Est-ce qu'il y en a un ou une qui accepte? Oui? Mine, quoi, vous, c'est ça? Oui. Ok. Ça équilibre tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Voilà. Et alors, on verra après pour la conclusion. C'est déjà bien. Hop, on ferme ça. On revient à ça. C'était ça. Voilà. Alors, ça veut dire que pour ceux
qui sont ceux et celles qui sont sur la séance André Avril. Je me souviens plus qui c'est déjà. 1, 2. André Avril. Ceux qui s'occupent de la séance prochaine. Vous êtes 4. D'accord, c'est vous là? Non. Oui, d'accord. Alors, là, vous allez être pris un tout petit peu par le temps parce que c'est dans une semaine. Or, ça tombe bien, j'ai vu André hier, on se connaît très bien, c'est super intéressant ce qu'il fait, enfin, vous allez voir. Il ne m'a pas répondu sur mon SMS, mais sachez une chose, c'est que vous avez de la chance quelque part ou de la malchance, c'est qu'il n'enseigne qu'une fois d'ici mercredi prochain, pour des raisons techniques. Ça. Son séminaire démarre cet après-midi. Est-ce que ça vous est possible? Pas forcément d'assister à tout le séminaire, si vous le voulez, vous le pouvez. Mais au moins de passer cet après-midi. Du séminaire, moi aussi. À quelle heure? 4 heures. Et vous? 14 heures? Et vous? Ouais, et vous? Pareil. Et vous? 14 heures, avec qui? Il faut prendre ce micro. J'ai séminaire c'est culture et héritage et c'est avec Mathieu O. Simon Poli. Bon, attendez, tout va bien parce que ça démarre à 13h30. Donc le sien. Alors je ne sais pas où, je vais demander dans quelle salle c'était, mais ça démarre à 13h30, donc ça veut dire que vous pouvez aller au moins, à minima, aller le voir à 13h30, tous les deux, éventuellement vous aussi, si c'est possible. Avec André, donc ça dure l'après-midi, mais si vous êtes pris dans un autre séminaire, allez à votre séminaire, ça me semble complètement normal et légitime. Si vous êtes pris par des engagements de travail aussi, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de convenir d'un rendez-vous avec lui pour le voir. Alors ce serait bien que vous puissiez le voir tous les 4, ce serait génial. Le voir, alors par exemple, il y a plusieurs possibilités, à vous de voir. Soit vous le voyez à l'école, soit mieux, de mon point de vue, vous allez le voir dans son atelier. Son atelier, j'ai été le voir donc l'année dernière pour préparer cette affaire. Son atelier est du côté d'Aubervilliers. Aubervilliers. Mais c'est un lieu génial. Hein. Enfin, c'est un lieu très, très intéressant. C'est dans un fragment d'immeuble proliférant, on pourrait dire, des années 70. Quoi. Ça fait un peu penser à du Renaudie en moins bien, le bâtiment. Et il a un bel atelier à rez-de-chaussée avec un petit bout de jardin, etc. Il vous recevra, vous aurez sans doute un petit café. Et... Non ? Bon, voilà. Donc l'idée, en fait, si vous voulez, et ça vaut, on en reparlera pour les suivants et suivantes, pour les autres séances, l'idée, c'est de faire en sorte que moi, j'aurais considérablement documenté cet échange. J'ai énormément de choses, il y a une trame que je vais proposer. En fait, le principe de ce cours, qui n'en est pas un, c'est que je vais voir mes collègues, je leur demande de me donner leur matière, on en discute, et c'est moi qui présente la matière, c'est pas eux. C'est pas le PowerPoint où ils racontent leur vie, leur œuvre, etc. Et puis au bout d'un moment, on finit par plomb. Non, je leur pose des questions précises sur ce qui me semble intéressant, important. Donc la structure, je l'assume, en l'occurrence, mais vous êtes là, en particulier les 4 référents, si on peut dire ça, vous concernant, vous êtes là pour piquer, pour prendre la parole, pour dire mais il y a un truc qui nous intéresse plus particulièrement, etc. Voilà, donc ça doit être vraiment... Vous êtes des co-acteurs de cet échange, voilà. Mais tout le monde aussi, bien évidemment, hein. La parole est ouverte. Ça vous va? Alors d'ailleurs, il y a un site, mais il vous dira ça, André. Il y a un site sur lequel est présent son travail. Un site, c'est l'Oligo, si j'ai bonne mémoire, L-O-L-I-G-O. Il vous confirmera ça tout à l'heure. C'est à ma connaissance, c'est le site principal où se situe sa production, où elle est visible. Pour la petite histoire, André Avril est le compagnon d'Emmanuelle Bouillet, enseignante à l'école. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est officiel. Hein. Bon. Donc c'est important de le savoir parce qu'en fait, ils travaillent ensemble parfois. Ils font des pièces ensemble. En particulier un triptyque qu'ils ont fait à Colmar. Bon. Voilà. Est-ce que tout ça va? C'est bon? Ça va? Ça vous va? Ça vous convient? On peut continuer? On continue. Alors voilà, le lapin vert, vous l'avez déjà vu. Bon. Explorer, questionner les attendus du DE expérimental, j'en ai parlé un peu. Essayons de rentrer un petit peu dans le contenu. Une fois encore, si vous voulez vous exprimer, je surveille l'heure.
il est 9h19, tout va bien, on termine à 10h30 pile poil, un petit peu avant même. Bon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé, il se trouve que j'ai contribué collégialement à l'écriture des attendus de ce domaine d'études. Et ce que j'ai fait, ce que j'aime bien faire, ce que je vous conseille de faire comme protocole de travail, de recherche, parce que vous entrez, là vous êtes en S8, donc vous avez déjà fait du S7, des séminaires exploratoires ou séminaires en S7, vous êtes à nouveau engagé dans des séminaires en S8, vous allez produire un mémoire sur le S9, je connais très bien la question du mémoire, j'en encadre moi-même, dans le cadre du séminaire Constellation. Donc, une certaine manière de pratiquer ce qu'on appelle la recherche, c'est de prendre des textes des autres et d'essayer de les comprendre. Les comprendre, je disais récemment dans une expérience au-delà du monde, de l'autre côté du monde, je vous en parlerai à l'occasion si on a le temps, que j'ai vécu très récemment à l'île Maurice, avec des étudiants donc bien différents de vous, mais en fait finalement les questions sont les mêmes un peu partout. Je leur disais, à partir d'un texte, d'une référence, d'une source, d'un projet, ça vaut aussi pour des projets, d'un visuel, d'une image, d'une œuvre, quelle qu'elle soit, etc. On peut toujours se poser un peu 3 questions, quoi. C'est qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que j'y comprends? Qu'est-ce que j'en retiens? Deuxième question, qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon point de vue à ce sujet? Et troisième question, que puis-je en faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Parce que, en fait, que ce soit dans la dite recherche ou dans le projet, moi je ne vois pas de différence fondamentale entre les deux exercices. C'est les modalités qui diffèrent, mais les visées sont un peu les mêmes. On est là pour produire quelque chose, pour créer, pour inventer quelque part, d'accord? Donc, quand vous avez un texte sous la main, vous êtes toujours dans une dimension un peu opérative, quoi. Consiste à dire, il est là, je l'authentifie, je l'identifie, je crédite, je mets la source, etc. Mais je transforme. Je travaille à ma guise. Vous comprenez? Donc c'est un peu ce que j'ai fait moi-même sur notre propre production collective en ce qui concerne le domaine d'études expérimentales. Il y avait ces mots, ces lignes, je ne sais pas comment, ces propositions qui déclinent un certain nombre de questions. Alors là, par exemple, ce qui m'intéresse pas mal, c'est ce qui figure en gras: échelle, grandeur, in situ, fabrication numérique, dispositifs et processus, modélisation et simulation, narration et fiction, coopérative de production, programmes ouverts, collectifs usagers, densité de la métropolisation et ou alternative des néo-vernaculaires, indiscipline à l'interface de l'art, de la mode, du design, de l'artisanat, perception et simulation des milieux habités en la dynamique du vivant. Je percole, je tapote le bazar, là, je décante, je fais sortir des choses. Tiens, il y a d'autres mots qui sortent, là, il y a en rouge cette fois. Sur le premier alinéa, on nous parle de la fabrication du fer. Ensuite, on nous parle de dispositif, de simulation, de fiction. En troisième lieu, on nous parle d'engagement, au sens propre, au sens figuré. Engagement comme engagement peut-être même militant, quelque part. Le co qui apparaît, qui est vraiment peut-être un préfixe un peu clé dans la situation contemporaine qui est la nôtre. Encore faut-il l'éclaircir, le préciser, éviter les ambiguïtés. Le « et ou » qui me semble être intéressant, c'est-à-dire entre, on pourrait dire, les blockbusters de la métropolisation, pour utiliser des mots un peu faciles, et peut-être les labels indépendants, néo-vernaculaires, des alternatives, etc. Ce « et ou » qui fait on circule toujours entre des échelles de production, de réflexion, etc., et de positionnement qui sont différentes et qui font peut-être notre richesse. Il n'y a pas une direction unique vers laquelle nous allons, on le sait bien. Alors la question de l'indiscipline, ça a fait réagir souvent les étudiants les années précédentes, on peut en discuter, mais la question de l'indiscipline, dans le domaine d'études, nous sommes presque tous, mais peut-être pas, il vaut mieux pas de consensus complet, assez convaincus du fait que il est bien difficile, il est sans doute vain, et peut-être même malsain, de vouloir considérer que l'architecture c'est une discipline, qu'elle est enfermée dans un univers disciplinaire circonscrit, qu'on sait exactement de quoi on parle quand on parle d'architecture. Moi, plus ça va, moins je sais, à vrai dire, et plus je pense aussi, et je ne suis pas le seul,
que précisément nous sommes, comme c'est indiqué là, à l'interface, à la croisée de toutes sortes de choses. Art, ingénierie, il était oublié là, mode, design, artisanat. Par exemple, le fait qu'autour de la table, ici même, là, pour l'instant, on n'est qu'entre architectes et étudiants en architecture, mais dès la semaine prochaine, André Avril. Et si on pouvait avoir un spectre disciplinaire plus étendu encore, on sait que les designers, les sociologues, les anthropologues, les je ne sais quoi, les cinéastes, ont des choses à nous apprendre et qu'eux aussi ils tapotent l'architecture avec un bâton d'aveugle, comme nous, quelque part. Vous voyez? Donc, bien malin celui ou celle qui pourrait dire « je sais ce que c'est ». Alors, je sais ce que c'est que la discipline de l'architecture. Le terme même de discipline, par moment, m'effraie un peu, je dois dire aussi. Bon, je le prends au sens premier. Les sociétés disciplinaires, ça raconte quelque chose dans la trajectoire de la pensée politique, etc. Michel Foucault, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, on ne peut pas parler de tout de suite, mais prenons des choses en réserve. Alors, voilà. Et puis enfin, milieu habité, dynamique du vivant. Tiens, de nouveaux arrivants. Ah non, c'est des chaises. Alors, je tapote encore davantage. Voilà ce que ça donne. Sans commentaire. Je tapote encore davantage et pas que mon téléphone, smartphone sous la table. Et ça produit ceci. Ah oui, non, ça c'était encore autre chose. Là, il y avait, alors en fait, il y avait 4 notions. Hein. Dans le domaine d'études, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait un peu 4 notions. Ça, je pense que vous y êtes sensible, vous l'avez vu, je suppose. Hein. Vous avez vu ce document ou pas? Vous l'avez regardé en détail, le lapin vert, là? Vous voulez vous exprimer? Ouah. Bon. Alors, il y a 4 notions. Milieu, commun, numérique, scénographie. Moi, je vais plutôt interroger les 3 premières, qui me sont plus familières. Non pas que je ne m'intéresse pas à la scénographie, d'ailleurs, du reste, il m'arrive de la pratiquer un peu dans mon petit exercice de pratique professionnelle. Enfin, professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire professionnel? Quand je suis enseignant, je suis professionnel aussi. Enfin, peu importe. Mais c'est le terme même de scénographie qui me pose un peu question. Mais bon, néanmoins, il est là. Alors, voilà ce que ça donne. Après, c'est peut-être un document un petit peu... Tout ça est partageable. Hein. Je peux vous le mettre sur le Teams. Ben, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que nos invités sont vraiment sur chacun de ces items? Non. Enfin, je ne crois pas. Je n'ai pas envie de les forcer. Mais moi, j'ai l'impression qu'on partage peu ou prou certains d'entre eux, chacun à sa façon. L'un ou l'autre. Moi, par exemple, je suis peut-être un peu plus sur comment, commun, et milieu et ambiance. Oui, bon, voilà. Donc, ce qui m'a semblé intéressant là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des choses qui sont sur le là-haut. Si je reprends la souris ici. Ici, là, ce que j'ai appelé les modalités de la production. C'est-à-dire Merci. C'est-à-dire, disons, l'instrumentarium, les instruments qu'on se donne pour produire, on pourrait dire le faire, avec quoi, le comment, par où, quel chemin, dispositif, simulation, fiction, j'aurais pu ajouter ici numérique, le commun, avec qui, c'est là où le co réapparaît, hein, on en reparlera. Et puis alors ici, là, en bas, on serait plutôt... J'ai perdu la souris à nouveau, je sais pas oublier. Ah, voilà. On serait à nouveau sur les milieux de la production. Enfin, ça vaut ce que ça vaut. J'ai renoté hier, quel monde, entre local et global, quel monde au pluriel? Vous savez, autrefois on parlait de la Terre une et unique, on parlait de l'univers. Il y a une notion, un terme qui a été inventé relativement récemment. Est-ce lui qui l'a inventé? Bruno Latour. Vous connaissez Bruno Latour? Philosophe des sciences. Non? Philosophe, sociologue des sciences. Latour, L-A-T-O-U-R. C'est sans doute l'intellectuel français le plus connu au monde actuellement, enfin, l'intellectuel français vivant, toujours actif, un des plus connus. On s'en fiche, on n'est pas sur le... Et donc il travaille à Sciences Po, Paris, etc., entre autres choses, etc.
La notion de multivers, par exemple. Multivers, M-U-L-T-I-V-E-R-S, plutôt que d'univers. Ouais, j'étais sur local versus global, c'est-à-dire on nous dit échelle locale, par exemple les AMAP, les paniers machin, marché, comment ça s'appelle? AMAP, association, marché, alternative de production, quelque chose comme ça, non? Vous voyez ce que c'est, non? Ouais? Oui? On peut être, disons, lié dans sa vie, son existence, à une proximité, par un réseau de proximité très forte au producteur d'à côté qui va vous vendre ses salades, ses carottes ou que sais-je, parce que je préfère savoir comment c'est produit et je préfère acheter ici à côté parce que ça fait moins de gaz à effet de serre, etc. Ça n'en fait peut-être pas du tout, ou très peu, que de m'alimenter juste là dans le proche. Mais en même temps, pour savoir comment ce gars-là ou cette femme-là produit, il est peut-être important que par Internet, je sache aussi dans les réseaux d'échange ce qu'on dit des AMAP, par exemple. Vous voyez, typiquement, on est dans cette sorte de relation dans l'hyper-local et dans l'ultra-global qui caractérise en permanence, en contraction-dilatation, notre façon d'être désormais, quoi. Je veux dire, on peut pas dire je ne suis que dans le local, je travaille que là, dans mon champ clos, ni je ne suis que dans la globalisation, et à ce moment-là, on sait ce que ça produit comme effet. Pour aller très vite, hein, vous voyez? Vous suivez ou pas? Bon. Ok, alors, indiscipline, milieu, ambiance. Je continue, mais là, je vais vous laisser la parole, hein, parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Alors après, j'ai fait ce bazar, là. Plus il y a de flèches, plus ça devient illisible. C'est ça qui est bien. Il faut rendre les choses un peu lisibles et illisibles en même temps. Là, je me suis amusé à mettre, voilà. Ici, vous avez tous les... C'est toujours décliné de la plaquette du DE, si on peut dire. Vous avez toutes les offres de projets. Voilà. Ici, la grosse flèche rouge indique là où nous trouvons, ici même, le cours processus de conception, l'expérimentation à l'œuvre de la production, de l'enseignement et de la recherche. C'est peut-être un peu pompeux, mais c'est ce qu'on fabrique là. À nouveau perdu. Comment ça se fait qu'elles disparaissent tout le temps? Voilà, là voilà. Et puis là, vous avez donc les projets, les séminaires, les optionnels. Et je me suis amusé à essayer de me dire, tiens, est-ce que, à travers les 4 notions que je vous disais tout à l'heure, milieu, scénographie, commun, numérique, je peux raccorder plus particulièrement telle ou telle forme pédagogique à telle ou telle notion. Ça a commencé à donner ça. Mais évidemment, ce n'est pas exclusif. Il y en a qui circulent entre plusieurs notions. Puis vous voyez, il y a des enseignements qui pour l'instant ne sont pas raccordés. Et c'est peut-être aussi tant mieux. Hein, c'est peut-être tant mieux. On est quand même dans une société ouverte. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Il y a un instrument magique, Sarah. Non ? Non, non, non. Ah, on voit mal. Est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? Je crois pas. Non, non, c'est fait pour ne pas être vu très bien. Une fois, non mais c'est presque pas une blague. Une fois, il y a un collègue, Romain Rousseau, excellent enseignant, qui est maintenant à Nantes, qui a enseigné ici avec nous, qui avait montré un tableau d'organisation des domaines d'études dans l'amphi, etc., en début d'année, qui était d'une telle complexité, d'une telle profusion, etc., que évidemment c'était tout petit comme ça, etc. Tout le monde s'écarquillait les yeux, personne ne voyait, mais on comprenait dans une sorte de logique générale, mais on ne pouvait pas se rentrer dans le détail. Ça avait du bon, parce que c'était une certaine manière, ce n'est pas le cas ici, de désamorcer des pugilats inter-enseignants qui peuvent atteindre des sommets que vous n'imaginez pas, enfin, peut-être que vous savez, des conflits d'école, de chapelle, de pensée, de doctrine, tout ce qu'on veut, etc. Mais c'est aussi une certaine manière de dire, sachez que c'est complexe, on n'est pas ici pour rentrer dans le sous-détail du détail, on essaye de comprendre une logique d'ensemble. Voilà, c'est ça. C'est plus ça que je dis, comme diraient c'est pas les déchiens, mais si, c'est nous. Voilà. Bon. Toujours le grand silence. Alors après, apprécier des notions clés. Vous voyez, je les ressors ici à nouveau.
Alors après, moi je pourrais, j'ai de la matière pour parler, non pas pendant des heures, 9h34. On pourrait passer à travers certaines notions. Par exemple, voulez-vous que je continue? Vous allez me dire, c'est mon boulot. Par exemple, si je prends comment, par où, j'ai rajouté ceci hier, ça vous dit quelque chose? Bah oui, j'ai mis une légende, alors c'est facile. Hein. Il y a un excellent texte d'un philosophe qui s'appelle Gérard Engrand, alors je ne sais pas s'il est facilement accessible en ligne, qui a été le directeur de l'école d'architecture de Lille, où j'ai été enseignant, où j'ai été formé aussi comme étudiant, et qui s'interroge sur la manière dont Omar M. Colas, à l'époque de Porto, donc c'était début des années 2000, fonctionne dans l'élaboration du projet. On est en plein dans le processus de conception. Et en particulier, ce qui est super intéressant, je ne sais pas si vous connaissez cette affaire-là. Vous y êtes allé peut-être, certains d'entre vous, à Porto? Vous l'avez visité? Vous êtes allé à un concert? Chance. Je l'ai vu en chantier, mais pas... Ouais. Ça doit être quelque chose, non? Vous voulez en parler, là? Allez, dites un mot. Votre prénom? Non, parlez bien, là, parce que... Allez-y. Victor, ouais. Non, on était allé à Porto il y a 2 ans et... Avec l'école? Avec l'école, oui. C'est-à-dire, avec quel prof? C'était il y avait plusieurs profs, c'était un groupement de projets. Il y avait Dominique Pinon, Jean-Michel Bayrou et Dominique Brard et Thomas Euzet. Et on avait eu la chance justement de pouvoir visiter la Casa da Musica et de pouvoir nous rendre à un concert le soir même. Concert de quoi d'ailleurs? C'était du jazz, il me semble, ouais, c'est ça. Voilà. Et non, c'était assez impressionnant de voir en fait cette masse qui était... qui paraît impénétrable et au final qui s'ouvre de l'extérieur et qui permet d'avoir des points de vue assez impressionnants sur Porto. Sarah va peut-être ajouter quelque chose? Pierre? Non, c'est Pierre? Non. Pierre. Merci. Donc moi j'étais l'année dernière en Erasmus à Porto. Ah donc oui. J'ai pu la visiter plusieurs fois. Et j'ai pas assisté à des concerts, mais j'étais aux portes ouvertes, donc on a pu se balader partout. Et non, c'est, comme il disait, intéressant, il y a beaucoup de points de vue. De l'extérieur, on s'en rend pas compte, mais de l'intérieur, il y a des très grandes ouvertures assez impressionnantes sur la ville. Et c'est intéressant aussi dans ce que vous disiez, global versus local, puisqu'il vient s'implanter dans un pays où c'est une architecture très vernaculaire, avec le régionalisme critique de Cisa, tout ça. Et c'est intéressant de voir comment il s'approprie la culture portugaise à certains moments et comment il fait un projet qui s'inscrit, qui marche très bien au final dans la ville. L'espace public autour marche très bien. Et du coup, c'est un projet, ça fait un peu un ovni dans la ville, mais au final, il est très apprécié des habitants. Donc il a réussi, je pense, à faire quelque chose d'intéressant, toujours en amenant son esthétique spéciale et pas du tout portugaise, mais qui marche très bien au final. D'autres commentaires? Ok, on va remettre ça dans le petit écran, là, en mousse, merci. Ouais, ce qui m'intéresse vraiment aussi là-dedans, mais bon, on ne va pas parler de chaque chose en détail, mais disons simplement, il y a une chose que vous savez peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien, c'est que ce projet Casa da Musica, c'est un gros équipement public, quelle surface, je ne sais pas moi, 10 000, 20 000 mètres carrés, j'en sais rien. C'est un auditorium, quoi. À l'échelle d'une ville comme Porto, c'est à peu près la taille de Lille, disons. Oui, bon. Eh bien, ce projet, souvenez-vous qu'il a été décliné d'un projet de maison individuelle qui n'a pas abouti, qui a avorté ce projet. Et donc, ce qui est très intéressant dans la contribution de Gérard Engrand dont je parlais, là, ce philosophe, c'est qu'il montre comment, finalement, d'une part, la question du contexte, elle pèse, mais le fuck contexte de Rem Koolhaas peut se comprendre aussi un peu en ces termes-là. Certes, c'est une proposition très provocante ou provocative, mais consiste à dire, yes, certes, évidemment,
il y a une question de situation, etc., qui oriente, conditionne le projet dans une certaine mesure. Mais à chaque fois qu'il y a projet, en particulier d'un équipement en soi, d'une certaine taille, etc., on sait très bien qu'une fois posé là, bah, il conditionne au moins autant qu'il n'est conditionné. Hein, c'est la première chose, une question d'échelle. Et d'autre part, cette sorte de virtuosité, précisément la question même de la main, enfin, on le voit bien, là on est dans une maquette en roof mat qui a été vraiment un médium très exploité par l'école néerlandaise à une certaine époque, etc., se prête à des formes de manipulation qui transforment little by little, peu à peu, etc., progressivement, un objet singulier qui nous raconte une maison vers quelque chose qui nous raconte un équipement, à travers des permutations, des choses comme ça. Donc il y a, je n'en parle pas assez précisément, parce qu'il faudrait rentrer dans cette logique-là, mais quelque chose qui est vraiment intéressant pour se dire, il y a sans doute là une manière de faire, il y a une forme d'intelligence de la main pensée, la main cerveau, qui nous amène comme ça, à la fois par intuition et par esprit logique, de décliner le potentiel d'un projet. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Alors, il y a autre chose dans ce registre-là. Vous reconnaissez ce monsieur en haut à droite, peut-être, non? C'est Dominique Cornart, absolument, ouais. Et donc, nous le recevrons autour de cette table et nous verrons, cette photo est prise dans son agence à Strasbourg, où je m'étais rendu l'année dernière pour y aller voir de près. Donc ces cours sont un peu préparés, avec grand plaisir du reste. Comment il travaille, et le comment travaille Dominique peut sembler plus tradit d'un certain point de vue, mais très structuré aussi, c'est-à-dire son outil fétiche, il tient dans la main là, vous voyez, je me permets. Il y en a 4 en fait. 4, mais ce n'est pas celui-là, ceux-là. C'est les fameux feutres verts, comment ils s'appellent? Vous voyez, c'est Pentel, ou je ne sais pas quoi là. Vous voyez, bref, il y en a 4, et chaque, le vert, le rouge, le bleu et le noir, codifie le dessin en cours, ce qu'on voit sur les calques posés là, ici en vrac. Donc ça me semblait intéressant de voir chez lui, on y reviendra, comment le dessin fonctionne comme outil, enfin disons le feutre, outil, le dessin comme véhicule, comme langage de l'architecture qui parle à travers, par exemple, un plan, ça parle, enfin ça nous parle, nous, non, ça nous parle, un plan nous parle, une partition parle à un musicien, le plan c'est notre partition un peu, mais un langage, une pensée, ça pense. C'est le véhicule d'une pensée. Et puis voilà par exemple Elisabeth Mortamé. Alors là, c'est ce qu'elle appelait, j'aurais dû mettre des guillemets, modèle à visée de transformation. Elle nous en dira plus quand on la verra ici même. Ah zut, pardon. Je ne peux pas corriger là en direct. Ce sont des travaux d'étudiants, référencés précisément, soyons toujours très précis, qu'elle a encadrés ici dans cette école et qui ont été réintégrés dans son travail de HDR. HDR, c'est, vous savez ce que c'est qu'une HDR? Habilitation à diriger de la recherche. C'est une sorte de super doctorat. Une fois que vous avez un doctorat, vous pouvez, si vous voulez faire une HDR, ça vous permet ensuite d'encadrer des doctorants. Et dans le cadre de son travail de doctorat, elle est allée réfléchir sa pratique d'enseignante et voir comment, dans son travail d'encadrement de projet, elle avait été amenée à engager les étudiants dans la production de maquettes de maquettes consécutives. Là, par exemple, c'est une seule. Alors, on pourrait même arriver à le lire. Voilà. Une première maquette avait été réalisée à partir d'un bloc de mousse brûlé par une flamme, de façon à constituer une cavité à l'intérieur de ce bloc. Puis une autre maquette, c'est celle qu'on voit là, ici, page de gauche. Puis une autre maquette reproduisait fidèlement ce premier résultat sur une maquette en mousse réalisée par couches successives pour plus de précision de reproduction. Elle était coupée de façon à révéler l'intérieur. Le travail par couches, qui était au départ une manière de faciliter la manipulation, va se révéler décisive dans les interprétations ultérieures de ce modèle.
Ici, la maquette est véritablement l'objet central du processus. Le travail se poursuit en traduisant les parties pleines résultant des premières étapes par deux parois, l'une communiquant avec l'extérieur du bloc, à la périphérie, l'autre communiquant avec le vide intérieur. La maquette suivante, à droite, tente de répondre à cette interprétation à partir d'une structure en treillis qui s'appuie sur la logique de strates préalablement découvertes. C'est une maquette en bois et isorel. Tout est fait à la main en restant fidèle au bloc brut et vidé du départ. Et une maquette en carton plume et rhodoïde sert de présentation finale, exprimant les deux pots intérieur et extérieur et les échanges potentiels entre intérieur et extérieur. C'est intéressant de voir ça, non? Alors c'est une façon de faire, hein. C'est une façon de faire. Il y a une sorte de conduite là, du travail de projet qui rend compte du fait qu'on est précisément dans le comment. Quels outils utilisais-je? Quel est le protocole que j'ai? Quelle est la visée? Mais on voit bien que ce qui importe, là, vraiment, véritablement, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on suit, quoi. Le résultat compte, mais ce qui nous importe beaucoup, c'est le chemin. Processus de conception, ça tombe bien. Voulez-vous réagir? Est-ce que vous êtes familier de ce genre de démarche, de projet? Yes. Donnez donc le micro. Moi, c'est César, du coup. Et oui, non, mais il y a pas mal de profs à l'école qui sont dans cette optique que c'est le chemin parcouru qui est plus important. Donc, je pense, par exemple, au dernier semestre, j'ai eu Brice Chapon. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment comment on arrive à notre projet final, quel chemin on prend et ouais, quel processus on a. Plus que l'objet final en soi, et enfin, il essaye de décortiquer et comprendre un peu comment on passe d'une étape à l'autre, et donc en correction il nous dirige un peu d'un côté ou de l'autre. Ensuite j'ai eu aussi Guillaume Ménieux en art plastique ou séminaire, et c'est vrai qu'il est assez friand des protocoles aussi, et de mettre en place dès le début donc une méthode, et on est dans la même situation qu'ici avec ces images, c'est-à-dire que l'objet final est rendu important par la démarche qui est établie au départ, et non l'inverse peut-être, mais oui, c'est une approche intéressante et qui est peut-être pas naturelle en fait. Ouais. Je pense que c'est ça. En fait, enfin, moi personnellement, c'est des choses enfin, c'est ces profs qui m'ont un peu ouvert les yeux là-dessus, et ça me serait pas venu naturellement en tout cas. Moi aussi, en séminaire au semestre dernier, j'ai eu un peu une expérience similaire où tout notre travail de recherche, on devait le faire aboutir en un objet plastique. Et c'était vachement intéressant du coup de... Dans quel cadre? Quel C'était séminaire lecture d'un espace social transformé. Avec quel prof? Catherine Deschamps et... je me souviens plus des noms des deux autres professeurs, un architecte et un plasticien. Je pourrais retrouver ça plus tard. Et du coup, c'était vraiment transmettre toutes nos recherches en un objet plastique, que ce soit un collage, une sculpture, une maquette, peu importe. Et c'est pareil, c'était plus le processus qui comptait que l'objet final. Voilà. Merci pour ces interventions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Oui. Bonjour, moi c'est Marc. Du coup, je voulais réagir par rapport à ce qu'on voit là à l'écran, pour vous dire comme quoi au semestre dernier, avec mon collègue à côté, on avait effectué à peu près une démarche similaire dans l'expérimentation de la matière avec Madame Anna Maria Bordas, par rapport à comment, à travers les matériaux, arriver à quelque chose de lisse, rugueux, travailler à la combinatoire.
et ce qui nous a permis d'aboutir à la fin à un projet quand même construit. Voilà. Je trouvais ça intéressant d'arriver à un objet architectural fini. Voilà. Ok. En fait, je dirais presque... alors je passe là-dessus, c'est un visuel que j'aime vraiment beaucoup, celui-là. Comme si j'y avais été, alors que Pierre-Henri. Je l'ai présenté à Maurice la semaine dernière, là. J'avais retrouvé le nom de la pièce que j'ai entre-temps... c'est pas le même... C'est... zut. C'était un concert de musique concrète, hein, l'inventeur de la musique concrète, Pierre-Henri, avec Pierre Schaeffer, destiné à être entendu couché. Donc en fait, les spectateurs, on voit là un peu sur le côté, là, ils sont couchés en fait. Bon, c'est dans un... Passons là-dessus, parce qu'en fait, je voulais vous montrer ceci. Évidemment, moi j'ai très très fortement en tête ça. La Villette, Omar La Villette, vous connaissez forcément. C'est une partition un peu cette affaire-là, non? Ça se lit presque comme une partition musicale, non? C'est de l'espace et du temps. On sait bien que c'est des bandes de programmes qui ont été découpées préalablement, qui sont réinjectées sur la surface, comme ça. Il n'y a pas de... Enfin, disons... Après, évidemment, on peut dire c'est une esthétique, indéniablement. De toute façon, tout est esthétique, on n'échappe jamais à ça, et c'est sans doute tant mieux. Mais disons, l'idée, c'est véritablement d'éviter les présupposés formels quand on s'engage dans la démarche aussi. Il y a véritablement quelque chose comme ça qui est en jeu dans ce travail du dispositif. Hein. Voilà, je voulais vous montrer ça. Voilà la tour. Bruno Latour, vous en parlez tout à l'heure. Bruno Latour à Elbena Yaneva. Elbena Yaneva, c'est une anthropologue qui a travaillé aussi sur le travail de Omar M. Kolas, etc. Elle a fait un travail d'immersion dans l'agence de Omar et elle en a sorti un ouvrage. Eh bien, cet ouvrage-là, peut-être bien, je ne me souviens plus. Donnez-moi un fusil et je ferai bouger tous les bâtiments. Le point de vue d'une fourmi, c'est l'architecture. En fait, alors, comment dire les choses en deux mots? Quand, dans cet article que je vous recommande, qui est tout à fait très aisé à trouver en ligne sur le site de Bruno Latour lui-même, il y a vous voyez ce que c'est que ça en bas? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une sculpture, ou un moulin, enfin une sculpture qui est produite à partir de la décomposition du vol d'un oiseau. Je ne sais plus ce que c'est comme oiseau, un pélican. Un pélican, c'est c'est une sculpture produite à partir de ceci. Cette fameuse représentation par, j'aurais dû mettre un crédit quand même, c'est nul, Marais, là, M-A-R-E-2-R-E-Y, vous voyez, cette chronophotographie, là, les débuts de la photographie, qui consiste à dire, je peux arriver à faire autant d'images secondes, etc., qui vont me permettre de décomposer le vol. Donc, je crois bien que c'est un pélican, vous êtes d'accord, c'est un pélican, c'est bon. Le vol d'un pélican. Et en fait, ils établissent, alors je vais vous donner la citation directe de Latour et Yaneva, c'est eux-mêmes qui produisent ces visuels à l'appui de leur article commun. Voilà. Nous devrions enfin être en mesure de représenter un bâtiment comme une navigation à travers un paysage de données controversées, comme une série aimée de projets ratés et réussis, comme une trajectoire mouvante et entrecroisée de définitions et d'expertises instables, de matériaux et de technologies de construction récalcitrants, de préoccupations d'usagers et d'évaluation de communautés faisant volte-face. C'est-à-dire que nous devrions enfin pouvoir représenter un bâtiment comme un modulateur en mouvement, c'est moi qui souligne, réglant différentes intensités d'engagement, réorientant l'attention des usagers, mélangeant et rassemblant les gens, concentrant les flux des acteurs et les distribuant pour composer une force productive dans l'espace-temps. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quelque chose? Non. Mais encore. Non? Bah, ce qui me semble très important, en fait, là derrière, on pourrait peser les mots, revenir dessus, c'est un texte, et d'ailleurs, regardez l'article dans son ensemble, mais ce qui me semble très intéressant, pourtant, pénible ce bazar-là, c'est que...
Je vais vous le dire autrement. Je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a le droit de ne pas être d'accord. Je pense qu'il est de plus en plus difficile désormais, et c'est tant mieux, dans le stade d'évolution de nos démocraties altérées ou je ne sais quoi, de penser qu'un bâtiment, c'est l'œuvre d'un tel ou une telle, qu'il est livré, et qu'une fois qu'il est livré, d'ailleurs le smartphone c'est un bon exemple, vous n'avez plus qu'à vous en servir suivant le mode d'application qui est prévu, et point barre. Moi je ne crois pas à ça. Plus ça va, plus on peut se dire, si il se passe ces tâtonnements démocratiques qui nous amènent à réfléchir, et c'est peut-être pas mal, dans quel sens on va, dans quelle direction, ce qu'on pense des choses, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord avec la manière dont le pays, ou peut-être un bâtiment, une institution, la rue, la place est dessinée, commandée, etc., dirigée. Ça complique beaucoup les choses, les procédures de décision, mais peut-être que c'est pas mal. Mais dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'il serait pour autant légitime qu'un bâtiment vous le donne clé en main en disant « c'est comme ça que vous devez l'utiliser, il n'y a pas d'autre alternative, etc. » Non, moi j'y crois pas. Je pense que plus ça va, plus la manière dont nous autres architectes concevons les bâtiments questionne la manière dont non seulement nous les concevons, mais la manière dont ils sont reçus. Perçus, reçus. Reçus, transformables, transformés. Donc, on parlait de modèles à visée de transformation à propos du travail, du projet, dans le cas d'Elisabeth Mortamé, mais on pourrait dire qu'aussi que les bâtiments sont des, alors je ne sais pas comment il faut dire, des milieux à visée de transformation. Ouais, des milieux à visée de transformation. Un bâtiment s'altère, se transforme, alors il peut s'user dans le mauvais sens du terme, se déglinguer, mais il peut aussi se transformer dans un sens plutôt joyeux, actif, revendicatif, etc. Donc, ils le disent en substance dans cet article-là, la tour Ianeva. C'est-à-dire, si ce bâtiment est modulateur en mouvement, il est modulateur en mouvement dans le temps où il se constitue, et pas seulement avec les concepteurs patentés, aussi dans un milieu d'échange qui consiste à convoquer les usagers, les gens, etc., mais aussi dans le temps long. L'achèvement impossible, on parlait tout à l'heure de l'achèvement retardé, si on peut dire, à propos du bâtiment de la Casa da Musica, mais l'achèvement, vous savez, quand on parle de procédure de bon achèvement, à la livraison d'un bâtiment, là, le mot m'échappe, eh bien, il n'y a certes, au regard de la loi de l'assurance de la garantie, il y a un achèvement, c'est tout le problème. Mais en réalité, il n'y a jamais d'achèvement possible. Un bâtiment ne cesse d'évoluer. Enfin, regardez par exemple, pour prendre des exemples les plus archétypaux, dans notre monde, je ne sais pas quoi, de culture judéo-chrétienne, les cathédrales. Bon, les cathédrales, en 1000 ans d'existence, elles n'ont cessé d'évoluer dans le temps, dans leurs pratiques, leurs usages, je dirais même leur écriture, elles ont été redessinées. Vous voyez ce que Viollet-le-Duc a fait de Notre-Dame de Paris, etc. Bon, sachez que jusqu'au XIXe siècle, d'après ce que j'ai pu comprendre, les fidèles n'étaient pas assis. Les offices se tenaient debout. Vous imaginez ce que ça représente comme différence? Nous, on les connaît toutes avec des armées de chaises, non? Et d'assises. C'est considérable, cette différence. Vous imaginez même dans le rapport d'échelle ce que ça représente. Enfin, bon, voilà. Je prends cet exemple-là parce que celui-là, on le connaît tous quelque part. Enfin, il fait partie de notre bagage culturel commun. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Voilà. Voilà pour, disons, enfin, je ne conclue rien du tout parce que je ne fais qu'ouvrir. Il est 58, on a encore un peu de temps. On peut peut-être ouvrir une autre notion, si vous voulez. Alors, je passe. Ah oui, simplement, ce que je fais, c'est qu'à la fin, enfin, à la fin, il n'y a pas de fin, mais là, par exemple, en secouant le bazar, là, le cocotier, faire gaffe quand vous êtes sous les cocotiers, si ça tombe au mois de juin, ça peut tuer un homme. Hein. Mais là, quand on secoue ce qu'il en est du comment, moi je trouve ça protocole, processus, dispositif, partition, temporalité. Jeu de temporalité dont les architectes feraient bien de se préoccuper davantage. Et le mot de protocole me semble intéressant parce que le mot de protocole, il vient presque davantage du monde de l'art que de l'architecture.
Il me semble que le flirt de l'architecture avec l'art contemporain depuis un demi-siècle, il ne faut pas confondre art et architecture, c'est quand même deux formes d'exercices différentes, sinon deux champs disciplinaires proches. D'ailleurs, les disciplines, on en a parlé, mais en tous les cas, nous ne sommes pas des artistes, sans doute, mais par contre, nous avons sans doute à retenir des choses sur les protocoles que mettent en place les artistes pour penser leur travail. On en parlera avec André la semaine prochaine, mais parlez-en avec vos enseignants d'art plastique à l'occasion. Alors maintenant, on pourrait presque le passer à la roulette russe ou pas russe. Voulez-vous que nous parlions du commun, pardon. Voulez-vous que nous parlions du faire? Voulez-vous que nous parlions de l'indiscipline? De quoi voulez-vous que nous parlions? On peut mettre au vote. Bon, à suivre, j'ai commun, mais commun, nous allons en parler en séminaire demain avec ceux qui ont fait le choix de nous rejoindre. La question de l'indiscipline. Ouais, super, très très bien. C'est marrant parce que très souvent elle est réclamée. Voilà, vous voyez passer toute une série de choses. En fait, toute cette matière-là, on peut peut-être aussi la réinjecter en partie dans les séances intermédiaires. C'est une possibilité. Voilà, milieu ambiance. Alors je fais en sorte que, vous voyez, quand je passe ces items-là, je montre comment un certain nombre de profs, ici dans le DE, s'emparent de ces questions. Bon, alors, c'est pas parce que mon nom figure, je suis en mineur aussi là, hein, mais c'est surtout Edith Akiki. Aussi ici, là, on était dans, je me souviens plus, dans milieu. Bon, ok. Là, on a Guillaume Meigneux, Sandra Parvu, André Avril. Ok, je passe, on va arriver tout doucement. J'aime beaucoup cette image, cette peinture. On dirait vraiment que la musique est là. Vous trouvez pas? J'adore ce tableau présenté dans une biennale, dans une exposition à Paris au Grand Palais il y a quelques années. Bon, ça aussi, je passe. Comme ça, faire, plus tard faire. Là, il y a du Ranou-Laureau, Lévi-Strauss, Lacaton-Vassal, Bouchin, Ranou. Local, global, Mopanzo. Ah, tiens, Zorgan Mopin. On parlait des Azuleros, de la Casa de Musica, les voici. Vous voyez donc le contraste du vernaculaire. La question du vernaculaire me semble super intéressante à envisager aussi. Enfin, quand on parle de néo-vernaculaire, c'est pas pour rien. Ça, c'est dans la Casa de Musica. Absolument. Absolument. C'est dans les sortes de, comment les qualifier, les sortes d'écoutilles, de paliers, qui donnent sur les flancs des foyers, quoi. Foyers ouverts sur la ville. Enfin. Ça, c'est du Lacaton-Vassal plutôt du Vassal stricto. C'est l'époque où il faisait sa coopération au Mali. Bon, bref, je passe. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Comment ça s'appelle ces monnaies? Les monnaies locales, là, ça porte un nom. C'est un billet de 21, je ne sais plus quoi. Hein. Parce que c'est plus drôle de dire 21 que 20, ça permet de sortir aussi du système. Avec ce gars jubilatoire. Hein. Vous avez vu ce film ou pas? Voyez-le quand même. Demain. Voilà, indiscipline. Chouette. Merci pour cette invitation à Indiscipline, parce que j'aime beaucoup le sujet. 10h02. Alors voilà, tiens, j'ai rajouté ça hier en pensant à aujourd'hui. André Avril. Ça, on va voir un peu de ça la semaine prochaine. Vidéo. Être dans ce monde, dans le monde, ce n'est pas partager une identité, mais un même souffle. Cette image de la chapelle déployée sur le sol, à l'aplomb de la coupole, apparaît dans le passé de la lumière et entre en résonance avec mon propre présent pour former peut-être des constellations. Il peut y avoir au même moment une matérialité affirmée du carrelage et une immatérialité de la surface qui se dilue dans sa propre présence. Toutes ces variations d'intensité et de profondeur troublent la temporalité linéaire de la perspective qui s'impose à l'architecture. Alors, indiscipline, pourquoi?
Bah, je sais pas. Si, enfin, je pense qu'il y a quelque chose, quand vous regardez, vous allez voir, là, très bientôt, là, les travails vidéo, les œuvres vidéo d'André. Là, en fait, on est dans une... Je précise qu'on est là dans une photographie. Attendez, la souris, voilà. On est là dans une photographie d'une... Comment appeler ça? Déjà, comment appeler ça? C'est déjà là, on s'interroge déjà sur la discipline de cette affaire. On est bien dans une chapelle désaffectée, au cœur d'un hôpital, à Lyon. Et on voit... Donc c'est une photographie... Voilà, la souris. C'est une photographie. Voilà. Il y a un personnage actif qui manipule quelque chose. En l'occurrence, il manipule du son. C'est un travail qui est fait avec un artiste du son. Je ne me souviens plus de son nom, il nous en dira. Et là, vous voyez quelque chose. Là, vous voyez en fait un écran. Sur cet écran passe un travail vidéographique réalisé par André Avril dans cette chapelle. Et ce travail, comme vous le devinez peut-être dans cette vue, propose en plongée, plutôt qu'en contre-plongée, en plongée, une plongée sur le sol formant miroir de cette chapelle. Un miroir tellement poli, un miroir minéral en pierre, qu'on a véritablement l'impression que c'est un miroir, au sens d'un miroir en verre, quoi. Et le temps s'écoule dans cette affaire. C'est-à-dire, souvent dans les travaux d'André, comme souvent dans l'art contemporain, ce qu'on voit dans un premier temps, on se dit, mais quelle est la contribution de l'artiste qu'on fait? Il ne fait que regarder et transmettre ce regard. Déjà, peut-être on pourrait dire l'indiscipline. Je ne sais pas si c'est de l'indiscipline, mais quelle est la discipline, quoi? Quelle est la discipline de l'artiste? Quel est l'effort? Où réside son travail? C'est une certaine manière de répondre. Alors, je vous propose aussi cette autre réponse, ça va être un peu vrac, celle-ci. Christian Girard. Architecture et concept nomade, traité d'indiscipline. Christian Girard est architecte, il enseigne depuis des années à Paris-Malaquais. Il est l'un de ceux qui, en France, en école d'architecture, a promu une relation au numérique et à l'architecture paramétrique. L'épreuve dernière à laquelle une certaine pensée contemporaine de l'architecture voudrait se soumettre victorieusement est celle de la scientificité. Scientificité non point de l'architecture, mais d'une connaissance de l'architecture, soit constituer le domaine en discipline rigoureuse, pouvant développer un savoir cumulatif, disposant de concepts spécifiques. L'architecture au péril de sa disciplinarité. Moi, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire l'idée d'une certaine forme de scientificité, je vois très bien ce qu'il veut dire. Le caractère académique de la recherche, ça ne m'intéresse pas. Quand vous faites une thèse en architecture, si vous en faites une un jour, j'en ai soutenu une, moi, personnellement, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, donc c'est récent, parce qu'autrefois, ça n'existait pas, ces petites choses-là, les docteurs en architecture. Quand vous faites un doctorat en architecture, essayez de rompre les ponts des canaux consacrés de la recherche telle qu'on l'entend à l'université. Il faut inventer nos propres protocoles, nos propres méthodes, etc. Voir comment nous-mêmes, nous sommes des êtres un peu hybrides, etc. Donc, scientificité relative, ça, c'est ce que j'entendrai là-dedans. Mais ce qui me semble intéressant aussi, c'est le fait de dire que, précisément, vouloir, coûte que coûte, définir ce que c'est que cet objet architectural, ce que je retiens de ça, la constituer en discipline rigoureuse, semble vain. Et pour cause. Et pour cause, puisque nous sommes en concept, architecture et concept nomade. Nous sommes en permanence perturbés par des champs disciplinaires qui cohabitent, qui coexistent à côté de nous et qui hybrident nos pratiques. Non, vous ne croyez pas? Vous entendez ce que je dis là ou pas? Quand vous êtes dans l'espace public, quand vous allez au cinéma, vous êtes en train de fabriquer du projet, il se peut que ça perturbe, dans le bon sens du terme, votre façon d'envisager les choses. Vous lisez un bouquin, vous allez sur Internet ou que sais-je, les images circulent en permanence. Les sons,
nous sommes nous-mêmes dans des équipes qui sont toujours de plus en plus plurielles. Enfin, je veux dire, vous fabriquez un bâtiment comme ça, bah, peut-être que c'est un bâtiment qui a été trop pensé en tant que discipline de l'architecture, celui-ci. C'est fini l'architecture d'un homme ou d'une femme, non, vous ne croyez pas? On est quand même dans des dispositifs d'équipe où les compétences se croisent, et les incompétences aussi, et c'est peut-être tant mieux. La question de l'expertise est relative, non? Moi, plus ça va, plus je travaille avec des gens, comme par exemple, je peux parler d'Edith Takiki, des gens qui s'intéressent à la question des climats, ambiance, milieu, etc. La science est vaste, nos compétences sont limitées, on tâtonne. Alors, je vais passer là-dessus. Ça, c'est une expérience personnelle de scénographie, on pourrait dire, mais je passe là-dessus. C'est pas exactement ce que je voulais montrer. Voilà, c'est déjà passé. Ça, c'est Emmanuel Bouillet. Mais alors, il y a quelque chose que j'ai montré chaque année en intro et que je trouve vraiment, vraiment bien pour parler de l'indiscipline. C'est le travail d'un artiste qui s'appelle Jean-Christophe Nourisson. Et comme vous le voyez ici même, c'est un 1% artistique réalisé à l'occasion de l'extension, l'extension de l'école d'architecture de Lille. C'est le bâtiment assez controversé du reste, et pas que complètement avenant et amène, de Nasrin Serraj. Vous voyez ça ou pas? Vous connaissez? Vous êtes déjà allé dans cette école? Vous devriez. Il faut vraiment visiter, voyager entre les écoles, ne serait-ce qu'en France, c'est super important. Hein. On le fait en tant que prof, faites-le en tant qu'étudiant, au maximum de vos possibilités. Lille, c'est à 1 heure de Paris. Et avec des billets pris à l'avance, ça vous coûte 5 €, quoi. 30, 20. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est le bâtiment originel, hélas, assez abîmé par des interventions quelque peu intempestives qui ont eu lieu une vingtaine, trentaine d'années après sa réalisation. Bâtiment originel de Pierre Heldin. Pierre Heldin, un bâtiment assez strict, en structure, j'hésite, béton préfa ou pas préfa, en partie préfa, sur un modèle qu'on pourrait presque dire un proliférant dans une certaine mesure. Je connais très bien ce bâtiment, c'est là que j'ai fait mes études d'architecture, il y a quelques années. Et en fait, une quarantaine d'années plus tard, est survenue cette extension pour réaliser une aile d'atelier supplémentaire, complémentaire, par Nasrin Serraj. On voit d'ailleurs l'état du carrelage qui se décolle ici. Mais sinon, pour l'essentiel, c'est du béton matricé. Vous voyez ici, comme ça. Ce qui est super intéressant, c'est que je ne connais pas le détail du domaine foncier de l'école de Lille, mais disons sur un périmètre qui est ce qu'il est, on a le bâtiment originel d'Heldin avec ses ateliers, ça c'est également originel, une sorte de passerelle qui donne accès à l'extension de Serraj qui se tient à distance. Et ça fabrique un espace interstitiel qui est pour partie imperméabilisé, pour partie perméable. Et du reste, la partie perméable, comme c'est une école d'architecture et de paysage, est en partie exploitée par les étudiants en paysage pour fabriquer des choses. Bon. Et Jean-Christophe Nourisson a gagné cette commande publique en mettant en place 3 éléments, 1, 2, 3, qui fonctionnent comme des quoi. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. On pourrait dire c'est des tables, on pourrait dire c'est des bancs, on pourrait dire c'est des praticables, si on renvoie à l'univers du spectacle vivant. Vous voyez qu'ils ne sont pas exactement plans, mais légèrement penchés, on le voit bien sur cette vue, et dotés d'une légère, un bord, une gorge, sur une seule de ces arêtes. On voit qu'il y a un appui qui est glissé dessous. On voit également qu'il s'agit de panneaux monolithes, et on peut imaginer là, avoir l'image qu'il s'agit de béton, et en l'occurrence ça en est, du béton lasuré. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, on va voir le texte, ce qu'en dit Jean-Christophe lui-même,
Il se trouve par le hasard du calendrier que je vais le voir tout à l'heure, d'ici 1 heure ou 2, je déjeune avec lui. C'est devenu un proche désormais, mais je ne vous le montre pas parce que c'est un proche. Je trouve ce travail estimable. Ce qui me semble intéressant, c'est que l'indiscipline, peut-être elle procède aussi du fait que les usages ne sont pas précisément déterminés. Alors, c'est une œuvre artistique, certes, mais c'est une œuvre artistique qui a un statut particulier qui se met à disposition d'eux. Elle se met à disposition d'eux. À propos de ce travail-là, moi, j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises avec vos prédécesseurs, dans le cadre de ce cours, si on peut dire, peut-être aussi dans d'autres circonstances, j'ai réutilisé cette très belle notion que vous connaissez peut-être, qui est la notion d'affordance. Ça vous dit quelque chose? Oui? Affordance, Gibson, James Gibson. Affordance, ça vient de l'anglais affordance, et plus exactement du verbe to afford. Afford, c'est porter, supporter, se tenir prêt à, par extension. Se tenir disposé à, se disposer à, être disposé pour, etc. Autant dire que, je parle sans filet, comme ça, de façon un peu libre. Vous allez préciser les choses en allant voir, n'hésitez pas à le faire, mais ça caractérise la capacité pour, au sens général du terme, un environnement de se tenir disposé à des formes de prise. Le terme de prise, c'est également très gibsonien, de prise, par le vivant, homme, humain ou animal, qui viendrait, ou végétal du reste, qui viendrait y faire sa niche, se l'approprier en d'autres termes. Donc il y a l'idée selon laquelle quelque chose, un spectre de possibilités est ouvert, un spectre, ça ne veut pas dire la totalité des choses possibles. Par exemple, là-dessus, vous allez avoir du mal à jouer au football, par exemple, ou à je ne sais pas quoi. Enfin, il y a des actions qui ne sont pas possibles. Mais il y a un certain nombre d'actions qui sont sans doute possibles. C'est ouvert, certaines plus que d'autres, etc. Il y a quelque chose qui prédestine, mais en partie. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui, déjà au niveau de l'indiscipline, s'inscrit dans le fait que la destination n'est pas sûre. Je trouve très intéressant de penser ça, de le transposer. Alors c'est une œuvre d'artiste concernée par l'architecture. Jean-Christophe connaît bien l'architecture, mais qui n'est pas architecte, et ce n'est pas un travail d'architecte. Mais essayons de penser une seconde, essayons de transposer cette manière de faire dans la production architecturale elle-même. Je trouve que ça donne à réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut échapper à notre vocation qui consiste à interpréter des programmes et répondre à des demandes particulières, etc. Mais quand vous faites une école d'architecture, par exemple, quand vous dessinez une école d'architecture, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est qu'une école d'architecture? Vous êtes étudiant, je suis enseignant, j'ai été étudiant comme vous. C'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on y fait exactement? Vous savez ce que vous... Moi, je ne sais pas ce que vous y avez fait exactement. Pendant les 4 ans que vous avez passé ici. Et surtout, j'ai beaucoup de mal à savoir ce que dans 5 ans, on va en faire d'une école d'architecture. Et alors dans 10 ans? Vous voyez? Ça ne cesse d'évoluer en permanence. Je dirais, comment travaillera-t-on? Avec quoi? C'est quoi un cours? C'est quoi un travail d'architecture? Avec qui travaille-t-on? Bon, oui. Je trouve qu'on en revient quand même à la question de l'achèvement, mais aussi en croisement de la question de l'achèvement et la question des temporalités. Et en effet, je trouve que c'est intéressant parce que c'est la question du laisser-faire aussi. Et quelque part, en tant qu'architecte, accepter de laisser faire dans le bâtiment et de prendre une certaine distance et de lâcher prise aussi. Et j'ai l'impression que c'est une question qui est assez taboue dans le milieu de l'architecture, comme on le voit par exemple dans cette école où à un moment l'usage ne correspond pas à la façon dont le bâtiment avait été pensé.
Il me semble qu'il avait été demandé par l'école de couvrir en fait une partie de l'espace d'accueil à l'intérieur parce que on aurait voulu y mettre justement du personnel qui resterait toute la journée et qu'à un moment, c'est un espace qui n'est pas chauffé. Vous parlez de ce lieu-là? Oui, le hall, dans le hall. Ou la cour? Dans le hall. C'est un espace qui est très mal isolé et que donc on ne peut pas y laisser du personnel en permanence toute la journée. Et il y avait eu un refus de la part de l'architecte de toucher à son œuvre architecturale. Et donc je pense qu'il y a des questionnements intéressants autour de justement du geste architectural et du nom de l'architecte qu'on appose sur un bâtiment et qui refuse parfois qu'on touche à son œuvre. Et ça me fait penser à ça en fait. Et c'est vrai que cette théorie de l'affordance, elle est intéressante parce que il faut accepter, ça nécessite d'accepter qu'il s'y passe autre chose que ce pourquoi ça avait été pensé. Oui, très bien, merci de cette intervention. Peut-être un petit correctif, peut-être je ne suis pas au courant des informations qui sont les vôtres. J'avais été amené avec Michel Pasquier et un certain nombre d'étudiants à l'époque et d'administratifs au sein d'une commission paritaire ou tripartite à réfléchir sur la requalification du rez-de-chaussée et de l'entresol de l'école. Et donc nous avions fait ce travail qui avait donné lieu à un échange avec Frédéric Borel, bien évidemment. C'était plutôt bien passé, même si on pense qu'on veut. Mais bien passé, et je dois dire qu'il était relativement ouvert à la possibilité de transformation dans ce contexte-là. Maintenant, je termine juste là-dessus, maintenant ce travail-là, très considérable, c'était un travail quasiment de programmation que nous avions fait, avec présenté au conseil d'administration de l'école, etc., validé par le CA, n'a à ce jour, toujours pas, vous en savez quelque chose, été concrétisé, pour des raisons qui ne sont pas, à ma connaissance, strictement boréliennes, mais qui sont plutôt liées à des problèmes de financement, de conduite d'opération, de choses comme ça. Ouais. On a malgré tout, si je ne dis pas de bêtises, on a malgré tout des délais à respecter après la construction d'un bâtiment pour y effectuer certains types de modifications. Dans certains cas. À quoi voulez-vous faire allusion? Vous parlez de la garantie décennale, non? Il me semble qu'après construction d'un bâtiment, peut-être pas tous les types de bâtiments, il y a une certaine durée, un certain nombre d'années durant lesquelles on n'a pas le droit d'effectuer de modifications sur le bâtiment. Type de modification. Oui, non, c'est-à-dire il y a plusieurs enjeux. Enfin, vous pouvez le garder. Il y a plusieurs enjeux. Non, il y a la question de la propriété intellectuelle de l'œuvre, qui existe indéniablement et qui est assez légitime aussi quelque part. Enfin, après on peut en discuter. Ça dépend comment on l'applique. Mais donc, la propriété intellectuelle de l'œuvre, à ma connaissance, elle n'a pas d'extinction, tout au moins du vivant de l'auteur, en l'occurrence Borel, peut-être même un peu plus que ça. Donc quand vous intervenez dans un bâtiment comme celui-ci, ça ne veut pas dire que la commande lui échoit de la transformation, mais son avis importe. Ça me semble totalement normal et plutôt efficace aussi d'un certain point de vue, parce que ça ne sert à rien de prendre les choses à l'envers. Après, en termes de temporalité sur des délais, non, je pense que, peut-être sous réserve que je ne me trompe, c'est toujours possible. Il ne faut pas confondre les temporalités qui sont de régime assurantiel ou garanti, et puis ce type de temporalité-là, c'est autre chose. Alors, attendez, il y a juste un truc, c'est que je vois qu'il est 23, donc il va falloir clore provisoirement cette affaire. Je voudrais juste m'assurer, je vous montre juste le texte de Jean-Christophe Nourisson qui accompagne cela. À l'impératif du circuler, il n'y a rien à voir, que semble nous crier l'espace public, j'oppose une décompression et tente modestement de ralentir le flux. L'invitation, la pose comme autant de moments de l'être là ensemble dans la ville. La question pour moi est le spectateur, est toujours un corps en mouvement. La perception de l'œuvre se pense toujours comme un corps se déplaçant dans l'espace. Ce sont très souvent presque des gestes de danseur par rapport à la sculpture. Je suis très intéressé à ce que la sculpture ne soit pas plus haute que le bas-ventre, qu'elle s'adresse aux pieds, qu'on puisse l'effleurer en passant la main. On conduit à la fois le corps et le regard sans imposer.
en laissant le choix. J'ouvre la potentialité d'utilisation. Les sculptures arrivent toujours à une limite de la fonctionnalité. Banc, banquette, lit. Elles invitent à une pratique. C'est beau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a à la fois tout ça, le registre de l'affordance, la manière dont j'en parle moi. Est-ce qu'il en parlerait dans les mêmes termes, c'est autre chose. Je vais en reparler tout à l'heure. Mais en même temps, ça n'exclut pas qu'il y ait une certaine aussi part indéniablement de création artistique, etc., de revendication sensible qui intègre le projet. Ça ne veut pas dire un effacement de l'auteur complètement, vous voyez. Je transpose à l'architecture. Voilà. Alors peut-être, il est 25, on va arrêter. Pour ceux et celles, je ne me souviens plus qui se sont désignés pour cette séance 1, là, intro, vous voyez quoi faire ou pas? Alors, je réponds à la question que je pose. Si je me souviens bien, dans ce que je demande, il y a une dimension synopsis, si on peut dire. C'est-à-dire, pour dire les choses autrement, je vais revenir au document qui était là-bas. Ne pas enregistrer, toi tu m'embêtes, Escape sera plus simple. Ok, alors, c'était ça doit être là quelque part. Voilà. Je ne sais plus où c'était là. Ouais, voilà. Voilà, en aval des séances, on est là, ici. Ce travail, pendant la séance, donne lieu à la production d'un synopsis critique, PDF. C'est qui les 4 de la séance, là? 1, 2, 3, 4, parfait. Vous êtes face-face, c'est très bien, parfait. Synopsis critique. Quel est le format, la forme? C'est la vôtre. Enfin, je sais pas, moi, liberté, autonomie, non? Je sais pas, moi, liberté, égalité, autonomie, non? C'est la vôtre, à vous de voir. Il y a un truc qui marche souvent assez bien, que j'avais proposé à certaines années dans un contexte légèrement différent. C'est des formats qui étaient restitution-digression. C'est-à-dire, prenons un cahier, gauche-droite. Ici, je restitue et là, je digresse. Ici, je restitue, là, j'interprète, si vous préférez. Là, je dis ce que j'en retiens, ce que j'en pense, ce que je peux en faire. Je ne sais pas. Voyez, discutez entre vous, voyez ce que vous pouvez faire. Et puis, donc, ça, c'est une part. Et puis, l'autre part, quand Jean-Pierre aura, et ça, il nous dira quand c'est possible, réussi à monter cette affaire, un montage sobre, hein, c'est pas... Enfin, je veux dire... eh bien, l'idée, c'est que vous puissiez visionner ce montage, revisionner, et à partir de ça, faire une pastille vidéo. Si vous vous y sentez, si vous pensez pouvoir le faire, si vous y arrivez, courte, bricolée, ça peut être roots, ça peut être ce que vous voulez, on n'a pas besoin d'une belle image, une image, voilà. 3 minutes, ça suffit 3 minutes. Ça peut même être sans employer les images montées, mais les ayant visionnées, vous pointez devant une caméra et vous dites « voilà ce que je retiens », ou bien vous montrez un truc. Libre. Liberté. Ça vous va? Bon, ben voilà. Donc pour les suivants, pour André, c'est réglé. On sait comment vous faites pour préparer le terrain. Du coup, juste en fait, on doit demander des éléments. On peut couper, je pense, c'est bon. Enfin, à mon avis, enfin... Ouais. Allez-y. Non, bah, ouais. Bah... Okay. Non mais du coup juste on doit lui demander quoi spécialement en fait? Eh bien vous lui demandez ce que vous voulez. Les 3 questions, les 3 items du cours, c'est quelle est votre pratique, quel est votre enseignement, quelle est votre recherche. Il y a plein de praticiens qui vont dire « moi, la recherche, je ne sais pas ce que c'est ». Moi, je leur dis « Brice, je suis désolé, je crois que tu fais de la recherche sans le savoir. Philippe, tu fais de la recherche sans le savoir, et ainsi de suite ». Et de fait, ils en font aussi le sachant. C'est ouvert. OK. Sachez que j'aurai un équivalent PowerPoint, machin truc. On peut rajouter des choses. Enfin, j'ai en séance, on peut passer d'un écran à l'autre. Venez avec un ordi. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ça vous va? Ça vous intéresse? Ça va?